Bonjour à tous, on est ici à l'Institut culturel italien de Paris. On aurait dû y recevoir il y a quelque temps Andrea Marcolongo, l'écrivain très connu, helléniste, essayiste, qui a écrit il y a quelques années un livre très connu, La langue géniale, qui a eu un grand succès un peu partout dans le monde. Malheureusement, la crise sanitaire nous en a empêchés. Et donc, on essaye aujourd'hui de se rattraper avec cette rencontre par visioconférence avec Andrea Marcolongo, que je remercie d'être avec nous. Oui, bonjour, bonjour Fabio Gambaro, bonjour à tous depuis l'île de Saint-Louis. Et c'est moi que je vous remercie beaucoup. Je remercie l'Institut pour cette opportunité pour continuer à partager des idées, à changer de perspective, surtout dans ce moment d'inquiétude comme ce qu'on est en train de vivre. Alors, la rencontre qu'on avait programmée, c'était une rencontre en collaboration avec la Maison des écrivains et de la littérature, à l'occasion de leur festival, leur manifestation littéraire, les rencontres littéraires, justement, littérature en jeu contemporain. Et le titre cette année de cette manifestation est Survivre. Et justement, Survivre, c'est aussi le titre du dernier livre d'Andrea Marcolongo, qui vient de sortir en France. Le titre exact, c'est Étymologie pour survivre au chaos. Et c'est le troisième livre. Après La langue géniale, il y avait déjà eu La part du héros. Donc aujourd'hui, il y a Étymologie pour survivre au chaos. Et donc, on peut partir de là, de cette idée de survie qui a été choisie par la Maison des écrivains et de la littérature, une survie qui est à la fois collectif et individuel en ce moment. Donc, c'est un titre en résonance avec la condition qu'on est en train de vivre. Et c'était, je pense, un titre qui veut inviter à réfléchir sur les possibilités de la littérature à contribuer à ces mouvements de survie. Je commencerai donc en te demandant, Andrea, quelle est la signification pour toi aujourd'hui du mot survivre? Mais merci pour ces questions parce que, oui, et justement, les titres, ça m'étonne en ce moment de réaliser comment j'avais choisi ces titres avant la pandémie et tous ces moments d'inquiétude. Mais c'est juste grâce à toi que j'ai l'opportunité de réfléchir sur la signification étymologique du mot survivre. Parce que, bien évidemment, il y a le mot vivre dans la vie, l'existence, mais avec le préfixe sur, que ça veut dire ne s'accontenter pas juste de se laisser vivre, de s'abandonner à vivre, de s'abandonner au chaos des choses, à l'inquiétude ou à l'incertitude. Ça sera plutôt la signification de survivre. Sinon, survivre, il amène l'idée de ne s'accontenter pas et d'essayer de trouver toujours du sens, des opportunités là où apparemment il n'y a pas. Et justement, à partir des mots, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai parti de mon histoire, mon histoire privée, personnelle. C'est-à-dire, pendant ma vie, quand j'étais un peu perdue dans la réalité, dans la contemporanéité qui parfois m'étonne et me bascule, je reviens toujours aux mots. Parce que selon les Grecs anciens et en général selon la linguistique antique, revenir à la source des mots, dans ses racines, ça veut dire toujours se rapprocher aux significations originelles du mot et donc à la clarté. Donc, c'est une manière pour moi d'éclairer ce que nous étons et ce que nous éloigne dans une manière pleine de vivre. Justement, tu dis survivre au chaos et à l'approximation, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on vit dans une espèce de nébuleuse de mots, d'informations, de communication, et où les mots, souvent, ils perdent un peu leur signification réelle. Donc, effectivement, l'étymologie, comme nous l'expliques dans ces livres, peut nous aider, effectivement, à retrouver un peu d'ordre, un peu de, comment on peut dire, les racines des mots et leur vérité.
Quand j'ai finalement, il y a 2 ans, quand j'ai décidé de Raccoui, parce qu'en fait, ce livre, ce n'est pas un essai, mais c'est plutôt une collection, moi je l'appellerais comme ça, des mots, des étymologies et des petits contes, des petites histoires liées à l'histoire d'un mot. C'était grâce à Jacqueline Desromini, c'était l'énigme française très, très connue, qui l'a orienté toujours, inspiré toujours mes études, que j'ai décidé d'aller jusqu'à la source et donc jusqu'au bout des mots. Jacqueline Deromy, dans son livre Dans les jardins des mots, elle disait toujours qu'essayer de revenir à la source d'un mot, c'est un peu comme se promener en montagne, en partant d'une ville très polluée, très chaotique. En montagne, là, finalement, l'air est plus clair, plus pur, et on peut vraiment regarder la réalité avec clarté, honnêteté et responsabilité, parce que l'étymologie pour moi, ce n'est pas qu'un jeu ni qu'un amusement, mais c'est vraiment un acte politique et donc poétique de regarder en face la réalité et puis essayer de la changer. Est-ce que donc ça veut dire que cette descente aux origines des mots a aussi une valeur éthique et donc c'est d'une certaine façon une sorte de modèle qu'on pourrait utiliser aussi pour notre vie? Mais oui, justement, et surtout dans un moment comme ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas qu'un jeu ni de l'érudition, mais c'est vraiment essayer de faire qualité. Quand on perd un mot, quand on parle les nuances qui nous apportent les mots, on fait pas juste du mal au dictionnaire ou à notre langue, parce que la langue sera toujours là à nous offrir tous les outils pour nous exprimer. Mais quand on perd un mot, c'est parce que c'est parce qu'on est en train de perdre la pensée dessus. Et c'est ça que, pour moi, ça a de la valeur éthique et donc poétique. On a, surtout dans un moment comme ça, on a vraiment besoin des idées et des pensées. Et on ne peut pas les exprimer, les échanger, même pas les créer sans les mots pour les exprimer. Parmi les 99 mots que tu analyses et dont tu parles dans ce livre, est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu voudrais évoquer ici, deux ou trois qui pour toi sont pas plus importants, mais en tout cas qui en ce moment résonnent plus avec ta situation et notre situation collective? Il y a, parmi les 99 mots, il y a le mot confin. Pas confinement, mais confin. Parce que on pense, bon, bien évidemment, en ce moment, on est confiné à la maison, donc on a l'idée d'être isolé. Mais en latin, le mot confin, ça vient du mot fin, fin, ça veut dire plutôt partager la même, la même, ça veut dire plutôt être voisin, parce que si on partage le même mur, la même ligne qui nous sépare de l'autre. Donc, on n'est pas tout à fait isolé, mais on est en train de partager vraiment les mêmes confins. Et surtout dans ce moment comme celui-ci qu'on est en train de vivre, de se rappeler qu'on n'est pas seul, on n'est pas coupé, mais on est tous ensemble. Et l'autre, j'ai pensé au mot poésie. C'est un mot, peut-être que c'est pour moi parce que en ce moment, je lis beaucoup de poésie, parce qu'elle a vraiment l'éclat et la synthèse d'exprimer ce qu'on sent et ce qu'on a du mal à exprimer. Que c'est vraiment, ça vient du grec poieo, c'est le verbe que ça veut dire faire, encore créer. Et j'ai choisi ces mots-là parce que c'est à nous en ce moment vraiment de commencer à projeter, à construire le futur. Oui, d'ailleurs, le mot poésie se relie d'une certaine façon à deux autres mots qui sont présents dans ces livres, qui sont les mots liberté et les mots fantaisie. Oui, oui, je vais même passer au mot liberté parce qu'on a tous envie de sortir. Mais justement, le mot liberté nous demande à la grammaire de la liberté selon les Grecs anciens et les latins, que ce n'est pas l'anarchie, c'est-à-dire faire tout ce qu'on a envie de faire sans, je ne sais pas, sans contrôle, sans règles, mais c'est plutôt bien choisi comme gérer notre liberté, choisi parmi les mille opportunités, comment comment vivre encore et qu'est-ce qu'on va en faire de ces libertés.
Pour conclure, je voudrais te poser une dernière question sur le livre qui est en train de sortir en ce moment en Italie. Donc, le titre est La lezione d'Enea, la leçon d'Énée, donc le personnage de Virgile. Pourquoi tu as choisi ce personnage en particulier et pourquoi ce personnage nous dit quelque chose sur les temps qu'on est en train de vivre? Bah, là, je pourrais te parler pour des heures entières parce que ce livre, je l'ai écrit pendant le premier confinement. Il faisait déjà des années que j'essayais, au moins, j'essayais. Je me disais un jour, je veux comprendre pourquoi je n'ai jamais ressenti vraiment l'Énéide, les poèmes de Virgile. Je la connaissais, mais elle ne me disait pas vraiment quelque chose. Et finalement, quand le confinement et la pandémie surtout nous a obligés à complètement changer notre manière de vivre, notre façon d'entendre la vie. Là, je me suis bien rendu compte que l'Énéide, ce n'est pas un livre, un poème qu'on lit quand tout va bien. Quand tout va bien, on a les droits, on a le plaisir, c'est très humain de choisir le personnage, de vivre selon les modèles d'Homère. Si partir à l'aventure avec Ulysse ou si vivre des grandes passions comme Achille. Mais il faut que j'ajoute, malheureusement, quand tout va mal, quand tout ça change, voilà que ça arrive, le besoin, la nécessité de l'Énéide, qui c'est un manuel qui nous explique comment survivre, comment résister, comment réagir aux temps qui sont encore suspendus entre l'avant, entre la vie qu'on connaissait et le monde où on est né, et l'après, c'est-à-dire le moment de la reconstruction. Parce que finalement, l'Énéide, c'est rien d'autre qu'un manuel de reconstruction. Énée, il part des Troies qui étaient brûlés après la guerre. Il arrive à Rome et là, il est obligé à reconstruire son avenir pour lui, pour lui-même et pour sa famille et donc pour son peuple. Donc, Aîné, c'est un porteur d'espoir. Oui, c'est un porteur d'espoir, mais c'est pour ça qu'il n'est pas l'héros le plus sympathique ou les plus aimés. Parce qu'il est très sérieux et surtout, il nous oblige à être sérieux nous-mêmes. C'est-à-dire, il est plutôt l'héros de la résistance. Lui, il ne voudrait jamais partir. Il est fatto profugo, dit Virgile. C'est-à-dire, il est l'héros qu'il est obligé à abandonner sa maison, sa famille, sa culture, son pays, son temps, sa vie, sa femme. Je pourrais continuer à l'infini pour aller chercher notre terre, mais surtout pour reconstruire sa vie, qu'elle n'est plus comme la vie d'avant, la vie qu'il a abandonnée. Et donc, il fait l'héros plutôt de l'effort. Et en ce moment, il faut faire beaucoup d'efforts pour survivre justement à cette situation. Mais, eh bien, Andrea Marcolongo, je te remercie vraiment d'avoir été avec nous. Et donc, je rappelle que cette rencontre, cette interview par visioconférence s'inscrit dans le cadre de la manifestation organisée par la Maison des écrivains de la littérature, littérature enjeux contemporains. Donc, merci beaucoup encore et à très bientôt, j'espère, un cher Eros ici à l'Institut culturel italien. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.